Le balcon. Quand j'ai préparé le cours, je l'avais préparé d'une certaine façon dans mon bureau, mais à travers ma fenêtre, donc j'ai des immeubles des années 70, et tous ils présentent des balcons filants. Et c'est étonnant parce que voilà, sur ces balcons, il y a des tables, des petites tables, c'est des petits balcons, ils doivent faire 1m20, 1m25, 1m30, même moins. Il y a des tables, il y a des stores, il y a des plantes, il y a des pots de fleurs, il y a des géraniums, il y a des arbres, il y a des meubles, des fois des réfrigérateurs, des fois des vélos. Et c'est ce que font apparaître ces balcons, et c'est pour ça que je vais commencer mon cours de cette façon, c'est que finalement, le balcon, ça témoigne que les logements que nous habitons, eh bien, c'est comme des territoires voilà, qui sont superposés. Voilà, c'est des territoires et parfois des royaumes, vous voyez. Hein. C'est vrai qu'on est en République, mais de toute façon, les faits divers nous apprennent toujours des horreurs sur ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, non, c'est plus l'espace de la République, hein, c'est des espaces privés, hein, c'est des territoires presque animaux hein, dans lesquels les gens vivent. Hein. C'est des territoires et des royaumes. J'aime bien ce mot finalement pour qualifier le logement. J'ai souvent entendu dans ma vie des gens dire je suis le roi chez moi, etc. Donc voilà, réfléchir un tout petit peu là-dessus, vous voyez, avant de commencer, à travers cette question du balcon, hein, puisque le balcon, voilà, c'est le prolongement extérieur du logement, et cet extérieur, effectivement, donc, il témoigne hein, des modes d'habiter, et il témoigne, voilà, que avant tout, finalement. Et d'ailleurs, c'est la question que pose l'architecture moderne, si vous voulez. C'est-à-dire que, voilà, on en a parlé à propos de la porte. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de porte. La porte, c'est plutôt... on recherche, hein, disons, le maximum de continuité, de fluidité voilà, entre la rue et l'espace intérieur. Il n'y a plus de mur, le mur disparaît parce qu'effectivement, au système constructif mur-dalle, on préfère le système constructif poteau-dalle. Donc, effectivement, le mur, il est plus important. Donc, hein, les logements que nous habitons, ça deviennent des plateaux qui sont superposés, hein, des plateaux qu'on peut s'approprier, des paysages donc, dans lesquels on peut vivre. Voilà, comme l'animal, quelque part, il vit vous voyez, dans son territoire. Bon, bien sûr, j'ai fait souvent référence hein, donc à cette idée de retour du nomadisme dans les cours précédents. Je me rappelle donc du cours sur le rideau, voilà, vous voyez, où le rideau, c'est le retour de la tente, vous voyez, donc à l'intérieur du logement. Et c'est vrai que le balcon, quelque part, hein, c'est ce qui, ça témoigne, hein, disons, un tout petit peu de la même chose, hein, puisque j'ai vécu en Grèce, et c'est vrai qu'en Grèce, par exemple, on dort très facilement hein, sur son balcon, voilà, comme on dormirait dans la rue, ou comme on dormirait dans la montagne, vous voyez, hein, comme on dormirait dans un paysage, voilà, hein, on dort hein, donc sur son territoire. Hein. Et ça, c'est vrai que ça renvoie donc aux grandes utopies, enfin aux dernières utopies, quelque part, voilà, c'est des années 60, hein, dont je parle souvent, comme celle de Constant, par exemple, à la New Babylone, hein, puisque donc, il imaginait une ville nouvelle, hein, une ville future, et cette ville future, c'est très intéressant, parce qu'il imaginait justement en balcon, c'est-à-dire c'était des plateaux hein, superposés, hein, maintenus par des pylônes et des haubans, hein, dans lesquels la population quittait hein, l'état sédentaire dans les villes et dans les champs hein, pour retrouver hein, dans ces infrastructures voilà, une sorte de nomadisme originel. Voilà. Et quelque part, voilà, le balcon, voilà, il interpelle vous voyez, notre nomadisme originel. Oui, on peut vivre sur son balcon, on peut vivre dehors sur son balcon, hein, non pas comme un sédentaire, un cultivateur,
mais comme un chasseur, tous les sens aux aguets. Autre image, très différente, c'est celle de Peak City, de MVRDV. C'est un projet de 2001, voilà, où ils se posaient la question, comme ils font d'habitude, à l'aide de statistiques, ils se sont aperçus que la viande de porc était la plus consommée au monde, et donc ils avaient imaginé donc, des fermes urbaines où on pouvait donc cultiver, élever des porcs de manière tout à fait écologique et avec des conditions sanitaires optimales dans des tours donc en Hollande. Et là, voilà, si vous voulez cette image, j'ai tenu à la faire voir parce que voilà, elle représente bien, vous voyez, donc, ce que je vous ai dit au départ, voilà, l'architecture moderne avec ses poteaux et ses dalles, ça renvoie, vous voyez, donc, à des territoires, voilà, qui sont superposés, des territoires habitables, des territoires appropriables, vous voyez, par l'espèce humaine ou par l'espèce animale. Voilà, l'architecture moderne, c'est vrai que voilà, finalement, elle s'intéresse énormément au sol. Vous voyez, plus que le mur, voilà, plus que le toit, vous voyez, plus que la façade, bien sûr, qui disparaît complètement, eh bien, c'est le sol qui devient important. Et là, donc, un sol où peuvent vivre, qui lui offre le milieu voilà, le plus favorable au développement des cochons, pour qu'ils puissent manger, se rouler dans la boue, grossir, avant d'aller dans notre assiette. Voilà, oui, donc des sanitaires, des éléments comme ça pour pouvoir les faire en sorte qu'ils soient propres, faire en sorte que ce soit des élevages parfaitement sanitaires, parfaitement contrôlés. Et là, donc, notre bâtiment, très proche finalement de MVRDV, c'est des plateaux habitables. C'est les terrasses de Beyrouth, d'Arzog de Meuron. Donc ça, c'est une vue de perspective, mais le bâtiment a été construit. Et effectivement, donc, c'est un immeuble d'habitation, de luxe. Et ce sont donc des sols qui sont superposés et découpés. Cette tour, donc elle est très haute, elle fait 120 mètres de haut, et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, c'est une trame de poteaux qui fait 15 mètres de large. Tous les 15 mètres, donc, c'est une trame orthogonale de poteaux qui permet effectivement de ne pas avoir de mur à part le noyau central. Et dans le noyau central, donc, il y a des ascenseurs, il y a les escaliers, et puis il y a aussi les chambres de bonne. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Voilà, donc, vous voyez, des paysages superposés. Et ce qui est aussi intéressant dans ce sol, voilà, c'est qu'il se découpe, vous voyez, à la périphérie, comme on le voit sur l'image, vous voyez, pour laisser passer la lumière. Et donc, c'est à la fois voilà, des sols, mais c'est aussi voilà, comme des nuages. Vous voyez. Un peu c'est une sorte d'image de l'Olympe, vous voyez, parce que effectivement, c'est des gens quand même très riches qui habitent ici. Donc, c'est vraiment, ils habitent comme ça, donc, sur des nuages. Et quelque part, tout est balcon, vous voyez. Voilà, Tout le logement, c'est un grand balcon, parce qu'il y a des très grands balcons, parfois avec des piscines. Il y a pratiquement pas d'opacité. Les pièces fermées sont fermées par des vitrages. Il y a énormément d'épaisseur, si vous voulez, parce que c'est un bloc qui fait 50 mètres par 50 mètres. C'est énorme, si vous voulez. En général, on fait des bureaux, pas des logements, dans ce type de dimension. Et c'est aussi très haut sous plafond pour faire entrer la lumière. Exactement comme dans les bureaux. Et après, ce sont des gigantesques appartements, que je crois qu'ils varient entre 300 et 1200 mètres carrés, parfois de plein pied, parfois en duplex et parfois en triplex. Mais c'est vrai que ce sont des royaumes. Vous voyez. Et qui habite dans ces royaumes ? Peut-être le roi Lear, qui a tout perdu et qui arpente sa lande. Et peut-être aussi Macbeth, vous voyez. Puisque là, en fait, dans les chambres de bonne, il y a eu un scandale en Suisse à cause de cela, parce qu'elles font 4 mètres de surface et elles sont
pas éclairés naturellement. Et donc voilà, on imagine, vous voyez, hein, des royaumes avec des rois, des landes, voilà, avec des rois, et puis donc sur ces landes, voilà, des règles, hein, qui ne sont pas forcément les règles qui régissent la ville ou qui régissent le pays. Voilà hein, ce que nous apprend le balcon. Voilà. Hein, donc on voit ici, c'est un très beau bâtiment, c'est clair, parce que là c'est le rez-de-chaussée, il est légèrement surélevé par rapport à la rue. Vous voyez, il y a un bassin, parce que comme la base de la tour est un petit peu encaissée, la lumière donc vient se frapper sur le bassin et se réfléchit sur la surface de la dalle du premier étage. Ensuite, tout est pensé pour que les voitures puissent accéder, puissent déposer les gens dans l'entrée. Vous voyez, tout le rez-de-chaussée pratiquement qui est surélevé correspond aux divers halls d'entrée, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, tout est fait, vous voyez, pour une parfaite distribution donc des plateaux en lévitation, de ces gigantesques balcons voilà, qui sont aussi plantés, voilà, où, je le répète, il peut aussi y avoir des plans d'eau, hein, ces gigantesques paysages de 300 à 1200 mètres carrés, hein, ces gigantesques paysages habités. Voilà, autre exemple, la tour Meridia à Nice, dessous Fujimoto. Enfin, celle-là, elle est très intéressante, si vous voulez, bon, même si elle se rapproche de celle de Herzog et de Meuron, parce que finalement, les balcons, vous voyez, qui entourent le bâtiment, ils ne sont pas portés par des consoles. Hein, c'est des dalles, bien sûr, mais elles sont autonomes, hein, puisqu'elles sont portées, donc on le voit un tout petit peu sur l'image, par les poutres hein, qui portent la toiture. Et à ces poutres, donc, viennent s'attacher des filins, des haubans, qui portent vraiment les différents balcons. Et donc, c'est vrai qu'on a un effet de suspension, enfin, on aura un effet de suspension total, parce que je crois que le chantier est à peine commencé, et le projet devrait se terminer dans 2 ou 3 ans. Mais là, vraiment, si vous voulez, voilà, on a vraiment l'image, vous voyez, donc, de territoires, à la fois des territoires, des nuages comme l'Olympe, voilà, en suspension, hein, et qui ouvrent des vues donc, finalement assez fascinantes, parce que c'est Nice, c'est la plaine du Var, on monte vers les montagnes, donc au nord il y a les montagnes enneigées, et puis donc au sud il y a la mer, il y a l'est et à l'ouest, il y a aussi des collines. Voilà, c'est des paysages donc, qui sont totalement sidérants. Et effectivement, ce bâtiment, il correspond, vous voyez, donc, à la fois à la vue, mais c'est toujours, bien sûr, donc, un territoire à habiter. Voilà, et on voit effectivement, vous voyez, les dalles qui sont trouées, comme dans l'immeuble de Herzog et de Meuron, qui permettent de filtrer la lumière. Vous voyez, donc dans certaines, il y a des ailettes hein, qui rappellent les pergolas, qui permettent le filtrage. Et tout ça, effectivement, ça permet, vous voyez, hein, vraiment, là on voit, voilà, on a une vue avec au loin les montagnes. Et tout ça, effectivement, hein, ça permet d'imaginer hein, que les gens qui vont habiter là, eh bien, ils peuvent se comparer effectivement donc aux dieux de l'Olympe hein, qui habitent sur leur nuage. Voilà, mais c'est comme ça que je voulais commencer le cours et c'est comme ça que je voulais commencer maintenant. C'est vrai que le balcon, voilà, c'est un élément de l'architecture qui permet de voir et qui permet aussi d'être vu. Voilà. C'est vrai que la fenêtre, on voit à travers sa fenêtre, mais c'est vrai qu'à travers sa fenêtre, on voit la réalité à travers une vitre et qui nous éloigne donc, du réel. Tandis que le balcon, eh bien non, voilà, donc il n'y a pas de vitre. Hein. On est plongé donc, dans la ville ou dans le paysage. On voit donc à 180 degrés, et puis en même temps, on est vu, voilà, on s'expose. C'est vraiment le lieu donc, de l'habitation ou du bâtiment, quel qu'il soit, hein, où on peut s'exposer hein, et aussi où on peut se mettre en scène. Hein.
Voilà, c'est la toile de Manet, le balcon. Voilà, donc, et on a donc un personnage, je ne me souviens pas qui c'est, excusez-moi, qui pose avec sa femme et sa fille. Et puis derrière, vous voyez, donc, dans le fond noir, il y a son territoire, il y a son royaume, qui lui donne donc toute sa puissance, qui lui permet justement, voilà, ce monde amniotique qui est derrière lui, qui lui permet donc de s'exposer, voilà. Parce qu'il est relié donc à autre chose, de plus sombre, qui se retire à la vue. Voilà, il s'expose, mais il garde quelque chose derrière lui qui le protège. Ou là encore, donc une autre toile, les Mages au balcon de Francisco Goya. Donc, là aussi, donc, une mise en scène. Voilà, autre mise en scène, celle du pape Pie XII, bénissant la foule. Donc, et on voit là tout le travail des architectes. Il y a d'abord eu effectivement Sangallo pour la basilique, Michel-Ange, ensuite le Bernin pour la place. Et là c'est pareil, donc là le pape, il a son empire, son royaume derrière lui, et il s'adresse donc de son balcon, il s'expose, mais il est quand même relié donc ombilicalement donc au territoire qui le légitime en tant que pape, et il bénit donc la foule. Où là, bien sûr, moins rigolo, Adolf Hitler et Göring haranguant la foule depuis le balcon de la chancellerie du Reich à Berlin. Voilà, s'exposer. Le balcon, voilà, on s'expose, et c'est vrai que le balcon, c'est aussi le lieu c'est le lieu où on peut être sujet au vertige. Vous voyez, c'est vrai que c'est chez soi, non, on n'est pas sujet au vertige, et tout d'un coup on sort, et donc voilà, on est confronté au vide, et on est confronté au vertige. Bon, toujours les images de l'Olympe, de Tiepolo, là où effectivement on voit un Mercure qui tombe pratiquement dans le vide, et puis les Vénus et les autres divinités qui sont sur leur nuage. Mais dans le balcon aussi, vous voyez, il y a quelque chose du plongeoir, voilà, tel que l'a très bien photographié Thomas Demande. Et d'ailleurs, à ce titre, je vous invite tous à aller voir la fabuleuse exposition au musée du jeu de pommes de ce mec, parce que c'est vrai que, si vous voulez, ce qui est intéressant dans ce plongeoir, bon, pourquoi j'ai pris ce plongeoir? C'est vrai, j'aurais pu prendre un plongeoir des années 30, il y en a des tas, j'aurais pu prendre des plongeoirs photographiés par Rodchenko, les constructivistes russes. Voilà, mais j'ai pris celui-là parce que c'est vrai que, bon, Thomas Demande, c'est vrai qu'il ne photographie pas la réalité, il photographie des maquettes qui reconstituent la réalité, des maquettes souvent à l'échelle 1, bon là c'est pas le cas, mais à très grande échelle. Et donc ce qui fait que les architectures qu'il propose, en fait, elles sont sur-architecturées. Voilà. Vous voyez, elles sont sur-représentées. Voilà. Et là, c'est vrai qu'on comprend mieux ce qu'est un plongeoir, c'est vrai, parce que, voilà, moi aussi j'ai connu ça, le plongeoir de la piscine municipale où j'habitais. C'est vrai que, bon, quand on montait sur le plongeoir, là, c'est vrai que tout le monde nous regardait, quoi. Et après, il ne fallait pas déconner, il fallait bien plonger, il ne fallait pas faire un plat, c'est clair. Donc, c'est sûr que c'est un lieu, voilà, d'exposition, c'est clair. Et quelque part, le balcon, voilà, ça entretient des correspondances profondes, voilà, vous voyez, avec le plongeoir, puisque on se met en scène, on s'expose, et puis en plus, on est confronté au vide. C'est que le balcon, voilà, je trouve qu'il est le plus intéressant à ce titre, même si, d'abord, je n'aimais pas trop ce bâtiment, c'est vrai, puis quand je suis allé le voir, j'ai compris que, putain, c'était pas rien, quoi. C'est VM House de Jacques Ingalls et Julien de Smets, et c'est vrai que, bon, il y a des coursives à l'arrière, après les appartements sont très en longueur, si vous voulez. Je ne me rappelle plus du plan, mais il y a cuisine-chambre, et après séjour-chambre. Donc c'est des rectangles. Et donc, bien sûr, le rectangle, il termine sur ce balcon qui ressemble à un plongeoir, ce balcon triangulaire. Et ce qui est très beau, si vous voulez, bon, c'est que voilà, la façade rideau, la façade vitrée, elle est réfléchissante, elle réfléchit le ciel.
Et donc, c'est vrai qu'on a l'impression, enfin, je ne sais pas monter sur le balcon, mais en tout cas, quand on le voit du bas, eh bien, on a l'impression, vous voyez, d'être justement en suspension, hein, dans le vide. On a vraiment l'impression, donc, d'être livré, vous voyez, au vide, hein, d'être, disons aussi, de se libérer, voilà, vous voyez, des lois de la pesanteur, et puis d'être en suspension, donc, dans les nuages, comme la toile de Tiepolo que j'ai fait voir tout à l'heure, mais aussi, quoi, vous voyez, hein, on est sur un plongeoir, hein, comme celui de Thomas de Mende, et c'est évident que, voilà, il y a des balcons où on ne voit pas forcément les gens qui sont dessus, mais là, effectivement, je pense qu'il va falloir... Enfin, on ne peut pas aller sur ce balcon comme ça, c'est vrai, il faut quand même se préparer, parce qu'on est vraiment totalement, vous voyez, exposé de tous les côtés, voilà, au regard d'autrui. Et puis, même si on est dans les nuages, on est quand même confronté au vide. Ce qui est très beau aussi, effectivement, c'est l'élément structurel, là, c'est le bracon, cette tige métallique, hein, qui permet d'arrimer, hein, la dalle en béton qui est autonome à la façade. Voilà, on voit les plans dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, c'est vraiment des plans au couloir, hein, qui se terminent sur le balcon, comme si effectivement, quand on habite là, le grand geste qu'on peut faire, vous voyez, le grand rituel qu'on peut faire, où tout dans l'appartement, eh bien, pousse, vous voyez, donc, à aller, hein, sur ce balcon. Et comment on se réalise quand on habite là, hein, quand on va sur le balcon, voilà, quand on s'expose sur le balcon. Hein, d'abord la coursive, après on traverse, puis après, effectivement, on plonge. Hein, donc, on plonge donc, au devant des regards d'autrui. Voilà. Pour terminer cette séquence, c'est un exercice que j'avais demandé à mes étudiants en 2021. C'était de travailler sur une infrastructure habitée. Et en fait, c'était de faire des maisons donc, dans une falaise, face à un paysage, à la mer, et d'encastrer la maison dans la falaise, ou au contraire la poser dessus, ou faire autre chose. Et là, cet étudiant, c'est vrai qu'il avait fait un excellent travail, parce qu'en fait, il avait considéré la maison comme une grotte, donc il avait creusé, hein, les chambres, hein, et donc et ces chambres, donc voilà, on rentrait par la maison. C'est vrai que j'ai pas mis l'entrée, mais il y avait donc au-dessus de la falaise un cabotis métallique au-dessus d'une verrière. On rentrait par là. Il y avait un grand escalier gigantesque, totalement surdimensionné, qui était éclairé zénitalement. Et puis après, on pénétrait dans les chambres qui étaient très étroites, qui cadraient, hein, justement le paysage. Et là encore, oui, tout était... C'était comme si, voilà, effectivement, l'habitat était totalement ritualisé, totalement chorégraphié. C'était vraiment, vous voyez, comme si, quand on rentrait là-dedans, il fallait s'offrir, voilà, absolument au soleil, un petit peu comme, je ne sais pas quoi, les temples aztèques, là, où on sacrifie les gens au soleil. Là, c'est pas un sacrifice, mais voilà, oui, il fallait vraiment rentrer dans une grotte, vous voyez, sombre, et puis après aller, hein, vers la lumière. Et ce qui était intéressant dans ce projet, c'est que voilà, les balcons, là, c'était vraiment des plongeoires, hein, puisqu'il avait mis la piscine en dessous, et puis on pouvait donc plonger, hein, de sa chambre, hein, dans la piscine. Voilà, mais le balcon aussi, voilà, on peut le voir différemment. On peut le voir aussi comme, on va le voir avec les exemples qui vont suivre, vous voyez, comme quelque chose, c'est comme une ouverture, voilà, de l'intérieur à l'extérieur, vous voyez, comme un étirement. C'est l'intérieur qui s'étire comme ça, hein, et qui va vers l'extérieur. Voilà, l'intimité, voilà, vous voyez, qui quelque part cherche à coloniser, hein, l'espace externe. Vous voyez. D'ailleurs, à ce titre, il y a un très beau livre, hein, de Richard Sennett, hein, c'est Tyrannie de l'intimité. Et c'est vrai que là, quelque part, voilà, peut-être on peut voir le balcon comme ça, vous voyez, c'est-à-dire, hein, il y a la rue en général, hein, c'est-à-dire que la rue c'est public, hein, c'est un espace qui est réglementé, et le balcon, c'est là aussi, vous voyez, où le balcon c'est pour reprendre une expression de Platon, là, un pharmacone, c'est-à-dire que c'est à la fois
un remède, parce que c'est vrai que ça permet tout ce que je viens de dire, voilà, de s'ouvrir à l'extérieur, de s'exposer, d'haranguer la foule. Mais c'est aussi un poison, si vous voulez, parce que on le voit très souvent dans les immeubles récents. Vous voyez, parce que maintenant, effectivement, on a tendance à faire beaucoup de balcons. Et quelque part, le balcon, voilà, c'est l'espace privé, vous voyez, qui vient coloniser l'espace public. On peut aussi le voir comme ça. L'espace public, il est réglementé. Si les façades sont lisses, c'est justement pour qu'il soit parfaitement défini, pour qu'il soit parfaitement perceptible, si vous voulez. Parce que, effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Je ne sais pas, il y a des schémas psychologiques là où on voit en négatif, en positif, mais c'est plus difficile de voir le négatif que le positif, voyez. Et là, si vous voulez, le négatif, c'est l'espace public, donc c'est plus important que le positif, qui est l'espace privé. Et donc, dans une ville, on le voit par exemple dans la ville haussmannienne, voilà comment les balcons sont réglementés, ils débordent très peu, ils sont en général en bandeau, voyez, ils sont quelque part domptés, voyez, ils sont quelque part disons, ils sont domptés, canalisés, pour pas que, effectivement, il y ait une sorte d'effusion du privé dans le public, voilà. Et donc, voilà, il y a ce côté. Il y a ce côté voilà, ambigu dans le balcon. Vous voyez, voilà, à la fois, effectivement, c'est une ouverture au monde, et puis aussi, donc, c'est un des moyens, une des stratégies, pour que l'intimité, et on l'a vu, c'est pas toujours très, très clair, c'est pas toujours très beau, vienne coloniser l'espace réglementé, l'espace public. Bon, un exemple. D'ailleurs, bon, ce bâtiment, je le trouve très intéressant, c'est vrai, parce que, quand on regarde le plan, je le trouve extrêmement intéressant, mais quand on le voit donc, dans son contexte, eh bien, je l'apprécie moins. Bon, je suis désolé pour Nicolas Michelin, mais parce que c'est vrai que là, vraiment, c'est un très très beau bâtiment. Et puis, je suis désolé aussi pour vous, parce que je n'ai pas fait voir des photos du contexte, parce qu'en fait, c'est à Nantes, vous voyez, sur l'île de Nantes, et c'est juste à côté du palais de justice de Jean Nouvel. Et le palais de justice de Jean Nouvel, c'est vraiment une masse, comme ça, noire, vous voyez, qui donne sur la Loire. Et là, c'est vrai que, voilà, il aurait pu, disons, s'aligner, faire quelque chose, vous voyez, pour justement ne pas trop se mettre en avant, puisque finalement l'important, malgré tout, dans notre vie quotidienne, c'est pas de voir une fille en maillot de bain sur un balcon, c'est quand même de savoir que si on connaît des actes répréhensibles, eh bien en plus on peut être jugé, et puis finalement les gens qui ont commis envers nous des actes répréhensibles vont être jugés. Vous voyez, et là c'est vrai que ces immeubles-là, avec leurs balcons, ça crée, disons, une sorte de sculpture très divertissante qui contredit là, complètement à la masse monumentale du bâtiment de Jean Nouvel. Voilà, donc c'est en ce sens. Vous voyez que le balcon, c'est un pharmacone. Voilà. Et là, maintenant, on va voir le bon côté, parce que ce qui est fascinant, justement, dans ce bâtiment, c'est que les balcons, ils ne sont pas mis sur les façades, ce n'est pas des balcons filants, ils ne sont pas mis sur les côtés, voilà, ils sont mis sur les angles. Voilà, vous voyez. Alors, je ne sais pas si j'ai le plan. Je vais passer directement au plan. Voilà, ils sont mis dans les angles. Bon, c'est ça, vous voyez, qui provoque aussi quelque chose, parce que, voilà, on a l'impression, ces bâtiments, voilà, ils s'expriment voilà, énormément. Voilà, et quelque part, ces balcons, voilà, ils sont visibles de partout, voyez, et donc on a vraiment l'impression d'une intimité qui vient coloniser l'espace public, et on a aussi l'impression d'une intimité qui vient voilà, coloniser un des équipements publics les plus importants, c'est-à-dire le palais de justice. Mais là, quand on regarde le plan, voilà, on voit, vous voyez, que les balcons, ils sont dans les angles, et ils sont bien sûr attenants au séjour. Et ce balcon dans les angles, voilà, ça permet, si vous voulez, de favoriser la diagonale. C'est-à-dire que dans le séjour, vous voyez, on rentre dans la diagonale, on entre par une porte qui est à l'angle opposé du balcon. Et vous savez mieux que moi, géométriquement, que la diagonale, dans une figure géométrique, que ce soit un carré ou un rectangle, eh bien, c'est la plus grande dimension. Vous voyez. Et quand vous rentrez dans la diagonale dans une pièce, vous avez l'impression que la pièce, elle est beaucoup plus grande qu'elle n'est. Voilà. Et là,
non seulement si vous voulez vous rentrer dans la diagonale, mais en plus, vous avez le balcon voilà, qui la prolonge. Et puis en plus, bon, ce qui est très beau dans ce projet, c'est que ce balcon, eh bien, il vient isoler donc, un des vues sur la ville en face, donc la ville historique qui est en face de l'île. Donc il y a des dômes, il y a la tour Bretagne, enfin bon, peu importe les bâtiments, mais enfin en tout cas, voilà, elle prend des vues sur la ville. Et donc tout ça, vous voyez, ça permet d'amplifier complètement donc, la surface du logement. En plus, c'est des grands balcons où on peut mettre des tables pour manger. Et aussi, vous voyez, là, il y a une structure métallique. Et la structure métallique, justement, c'est celle qui permet donc au volet de coulisser. Ce qui veut dire que voilà, le balcon, il peut être aussi donc, protégé des vents, il peut aussi se fermer, et puis aussi il peut former, vous voyez, comme des œillères qui cadrent voilà, parfaitement les bâtiments qu'il faut cadrer. Voilà, c'est les différentes vues, ça c'est le... Je ne sais plus ce que c'est le dôme de la place Méliné, je crois. Enfin bon, j'ai vécu à Nantes, mais je ne m'en souviens plus très bien. Vous voyez, chaque vue, voilà, un cadre, donc un élément très précis. Et tout ça, ça permet d'amplifier encore cette surface de logement. Et ça permet de voir que ces logements qui sont peut-être... Je ne sais plus ce que c'est, mais enfin en tout cas c'est des petits logements, c'est pas les 1000 mètres carrés ou d'Herzog-et-de-Meuron au Liban. Mais vous voyez, ces logements, ils peuvent devenir voilà, des territoires, des paysages voilà, à habiter, des royaumes à habiter. Bon, autre exemple d'étirement, bon, c'est le très beau projet de MVRDV à Amsterdam, l'ensemble résidentiel Wozoko, voilà. Là, c'est vrai qu'il y a cette idée comme ça de plongeoir aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, mais vraiment d'étirement donc, du logement, parce que ce sont des balcons voilà, très, très étirés, ils sont tellement étirés, en plus ils sont très transparents. Vous voyez, et puis rien n'est dit, voilà, contrairement au logement, au balcon de Bjarkingels et de Julien de Smets, voilà, rien n'est dit sur la manière dont ils tiennent, vous voyez, parce qu'en fait, c'est des structures métalliques en équerre qui passent après derrière la façade en bois. Vous voyez, on comprend pas, on n'arrive pas à comprendre voilà, vraiment comment ils tiennent. Donc, on a l'impression qu'ils sont en lévitation dans l'espace, mais surtout, voilà, ils étirent la surface du logement, et puis il la place en apesanteur, vous voyez, dans le vide de la ville. Voilà, une sorte de batterie comme ça, de balcons qui sortent, qui viennent donc quelque part coloniser, voilà, privatiser le grand vide public, le grand jardin public qui se trouve donc face au bâtiment. Et là, c'est de l'autre côté, donc bon, c'est plus des balcons, mais c'est carrément des appartements qui sont en balcon, des logements qui sont en balcon. Effectivement, là, il y a des structures tridimensionnées qui sont cachées, pardon, des structures treillis qui sont cachées, en métallique treillis, qui sont cachées donc, par le bardage en bois, voilà, comme on le voit sur l'image suivante. Enfin, vous voyez, l'idée comme ça de suspension, d'éléments qui viennent voilà, en porte-à-faux pour coloniser l'espace public extérieur. Voilà, autre exemple, encore plus, peut-être, oui, encore plus évident, c'est l'immeuble qui pousse de Montpellier, d'Édouard François. Enfin, c'est un immeuble qui n'a jamais poussé, quoi. Mais c'est ça qui est... Les gens le critiquent pour ça, mais en fait, non, je suis désolé, il n'a peut-être pas poussé, mais c'est pas ça qui était important. L'important, effectivement, c'était le fait que, justement, il y avait ces extensions, vous voyez, c'est comme une hernie, voilà, vous voyez, c'est comme les boyaux qui sortent de la paroi musculaire, voilà, qui viennent comme ça vers l'extérieur. Et là, donc, voilà, il y a une extension comme ça du logement. Et puis en même temps aussi, cette extension, voilà, vous voyez, c'est pas le nomadisme dont je parlais tout à l'heure, mais c'est la cabane, vous voyez, il y a quelque chose aussi de très archaïque, voilà. Hein. On n'est plus les chasseurs donc, de la préhistoire, mais on vit dans une cabane, vous voyez. On vit dans une cabane dans les arbres, parce que, bien sûr, si la façade n'a pas poussé, par contre, les arbres qui étaient devant ont poussé,
Et c'est vrai que donc ils ont fini par enserrer, par entourer donc, complètement les cabanes qui sont vraiment devenues aujourd'hui des cabanes dans les arbres. Vous la voyez, là on voit très bien. Bon, c'est ça qui est intéressant, parce que vous voyez, les logements, ils sont totalement classiques, il n'y a aucun intérêt, c'est le promoteur qui a dû les dessiner peut-être, j'en sais rien. Mais l'intérêt c'est ça, c'est le fait que l'intimité de ces logements, eh bien, elle est tirée comme ça vers l'extérieur, vers le parc privé, donc, qui donne, je ne sais plus où, s'il se donne au sud ou à l'est, enfin peu importe, peut-être à l'est, qui donne à l'est, sur le Lez, là, le fleuve de Montpellier. Et donc, voilà, l'intimité s'étire. Là, c'était à l'origine, donc effectivement, il n'y avait pas d'arbres, on ne comprenait pas, puis en plus, sa façade ne poussait pas. Voilà, c'est des balcons qui sont de véritables pièces d'habitation, des pièces fermées d'habitation. Et là, c'est des arbres. Et là, c'est maintenant. J'ai pris la photo il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 ans. Vous voyez, les arbres ont poussé. Et donc, voilà, on est vraiment, vraiment dans les arbres. Et on retrouve... Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, ce sont des logements, quelque part, qui s'interrogent un tout petit peu sur leur origine. Voilà, ou en tout cas, qui réactualisent, vous voyez, donc une origine. Tout à l'heure, on a vu, c'est le territoire animal qui est marqué par l'animal. Qui est superposé. Et là, c'est la cabane primitive, la cabane originelle, voilà, vous voyez, la cabane dans les arbres, voilà, qui vient. Donc, ce logement contemporain, voilà, il arrive à intégrer, voilà, vous voyez, donc l'idée primitive de cabane dans les arbres. Voilà, autre retour, voilà, autre retour sur les fondements peut-être de l'habitation, en tout cas occidentale. Voilà, c'est la question de l'atrium antique. Voilà, oui, c'est vrai que bon, j'ai fait voir des territoires où on peut habiter, mais c'est vrai que la maison méditerranéenne, elle n'est pas du tout ouverte sur l'extérieur. C'est un truc qui est complètement fermé, quoi. Vous voyez, tout est fermé autour de l'atrium. Là, c'est par l'atrium qu'arrive la lumière. Et puis ensuite, c'est vrai que l'extérieur ne peut pas pénétrer. Tout est un petit peu d'ailleurs... Oui, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais c'est vrai que dans les logements de Herzog et de Meuron, voyez, on retrouvait un petit peu cette partition. C'est-à-dire qu'il y avait la partition publique, voyez, qui était près de la terrasse. Après, il y avait la partition privée, qui était la famille. Et après, il y avait la troisième partition, qui était réservée au service. Et là, bon, voilà, c'est l'atrium antique, donc c'est le lieu, voilà, vous voyez, la maison, elle ne donne pas sur l'extérieur, mais quelque part, elle trouve sa propre extériorité en elle-même, voilà, dans l'atrium, qui non seulement, disons, accueille la lumière, et puis en même temps, avec l'impluvium, recueille les eaux pluviales. Voilà, bon, on ne comprend rien, c'est sûr, excusez-moi. Bon, j'ai mis cette image, je la trouve belle. C'est la maison du poète tragique. C'est un relevé d'un Grand Prix de Rome du 19e. On voit les 4 colonnes, c'est l'atrium. Et puis on voit effectivement que les pièces, elles ont des portes. Elles n'ont pratiquement pas de fenêtres vers l'extérieur. Et donc elles donnent toutes vers l'atrium. Et je trouve la grande force de Le Corbusier, quand il a fait La Cité radieuse, vous voyez, voilà, c'est qu'il a... Quelque part, il a compris ça. Il a cherché à faire en sorte que l'architecture moderne, eh bien, elle se relie, vous voyez, vraiment, en tout cas, à ce qu'il y a de plus profond en elle. Vous voyez, la maison à atrium, la maison qui trouve son intériorité en elle-même, la maison qui s'organise, voilà, autour d'un vide central. Bon, là, bien sûr, il a un peu changé les choses. Bien sûr, il a pris l'atrium, il a pris les pièces qui s'ouvrent sur l'atrium, il a un petit peu redistribué le truc, puisqu'en fait, lui, ce qu'il a cherché à penser, c'est pas des maisons dispersées sur le territoire, voilà, comme la maison paternelle antique, mais au contraire, donc, elle est superposée, et donc, effectivement, les atriums, il les a mis donc, derrière les loggias. Et cet atrium, il permet donc d'éclairer la cuisine, l'entrée, et puis en haut, donc, la mezzanine. Et effectivement, toute la vie, vous voyez, s'organise autour de ce vide, qui s'est légèrement, disons, décentralisé. Et ça, voilà, c'est le truc, c'est un des trucs les plus géniaux que j'ai vu, c'est sûr, c'est l'immeuble, l'inabeille de l'Arbat Afrique, donc de Candilis. Candilis, bon,
un type. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, c'est vrai. Bon, en plus, toute son œuvre disparaît, c'est clair. Bon, à Toulouse, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de ces bâtiments. Et là, je suis allé, j'ai des photos, mais je ne sais pas où elles sont d'ailleurs, mais j'ai des photos, tout le bâtiment a été complètement déformé, puis je crois qu'il va être détruit. Mais voilà, oui, il a bien compris. Voilà, il a accentué encore le truc de Le Corbusier, parce que Le Corbusier, c'est resté abstrait, son habitat méditerranéen, tandis que lui, non, il a bien compris finalement que, voilà, donc au Maroc, en Algérie, tout ça, c'est sûr que la cour, elle est fermée, putain, tu vas pas t'exposer, quoi, c'est clair, tu t'exposes pas, c'est clair et net, tu vois. Et donc, voilà, il a vraiment fait une cour, là, complètement fermée, et puis il a trouvé un moyen pour que les cours, vous voyez, c'est ce qu'on voit là sur les nids d'abeilles, il a trouvé un moyen pour que ces cours, elles puissent être éclairées par en dessus. Voilà, donc elles ont de la lumière, mais elles n'ont pas de vue, vous voyez. Donc elles sont ouvertes sur l'extérieur, mais elles n'ont pas de vue, donc on ne peut pas voir de la cour ce qui se passe dehors, et on ne peut pas voir dehors ce qui se passe dans la cour. Voilà. Et la cour, effectivement, donc, elle organise l'habitation. Enfin, l'habitation, je crois, je ne me rappelle plus trop du plan, mais il y a juste une pièce ou deux pièces. Hein, et puis de l'autre côté, donc, il y a des coursives de dessert. Et aujourd'hui, donc, effectivement, tout a été fermé et tout a été occupé, habité. Mais enfin, il n'en demeure pas moins que c'est une chose qui est totalement sidérante. Voilà, là, on voit le plan. Voilà, c'est ça. Donc, il y a l'entrée avec 2 ou 3 pièces. Là, c'est la coursive de dessert. Et après, donc, la cour en suspension. Et puis, les cours, elles sont mises en quinconce pour pouvoir, chaque fois, donc, être éclairées zénitalement. Voilà, autre exemple. Hein, c'est l'immeuble Sidi Othman à Casablanca d'André Suder et de Jean Hench, pardon. Et là, c'est un peu, c'est même idée, mais peut-être encore presque, je dirais, enfin, mais très intéressante, voilà, parce que là, c'est plus le nid d'abeille, c'est plutôt les pieds de maïs, vous voyez, et c'est toujours pareil. Donc, c'est les cours qui sont éclairées zénitalement, qui sont mises en quinconce, éclairées zénitalement. Elles sont plus en longueur, autour duquel donc la vie s'organise. Et si elles sont mises en façade, c'est pour pouvoir recevoir la lumière zénitale, mais c'est pas pour pouvoir être vu. Voilà. Et puis c'est l'idée aussi, voilà, que voilà, aussi dans cette chez Le Corbusier déjà un tout petit peu amplifié chez Candilis et chez Studer et Hench. Enfin, chez Candilis et Woods et chez Studer et Hench, c'est le fait que voilà, les gens qui habitent dans des logements, ils ne sont pas tous les mêmes, quoi. Ils ont des cultures et il faut les respecter. Voyez, voilà, hein. Il y a ceux qui veulent être vus, les occidentaux, et ceux qui n'y tiennent pas trop, voyez, qui préfèrent, voilà, hein, pour lesquels l'enceinte de la maison, c'est sacré. Voilà, voyez. Mais de toute façon, il faut bien voir que voilà, ça c'est une origine commune. Il suffit de lire Fussel de Coulanges, la cité antique, pour voir que tout vient donc, de la structure donc, de la maison antique, qu'elle soit grecque ou romaine. Hein, que notre société, donc, elle vient de là. Voilà, toujours les immeubles, donc, ces cours comme ça, en épis de maïs, qui sont portés par des colonnes. Très très beau projet. Et puis enfin, voilà, donc ça c'est un projet tout à fait récent. Mais c'est pour dire aussi, voilà, c'est vrai que voilà, oui, on a vu, voilà, quand on applique le balcon donc à la culture d'Afrique du Nord, voilà, les choses changent. Le balcon, il évolue. Là, vous voyez, bon. Là, c'est pareil. Donc, là, on n'est pas du tout à Casablanca, c'est pas ça. On est en plein cœur de la France, dans le Massif central, hein, au Rouget. Bon, personne ne le connaît, c'est une petite ville là-bas. Et là, ce balcon, pourquoi il est comme ça? C'est vrai que je l'ai vu ça, mais je dis, mais putain, ce balcon, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi on ne peut pas se mettre au balcon? Et en fait, donc Simon Tesson m'a expliqué, voilà, ce balcon, ben, je l'ai fait parce qu'il y avait un couple à côté de chez moi, là, et puis sa femme, la femme était d'origine d'Afrique du Nord, et donc elle voulait un balcon, mais elle voulait pouvoir, disons, ne pas être vue. En plus, elle voulait voir sans être vue,
Et tout ça, vous voyez, c'est ce qui explique, vous voyez, qu'effectivement, le garde-corps, il monte très très haut, voilà. Et ça explique aussi que le garde-corps, il y a des interstices entre les différents panneaux en bois, pour qu'on puisse voir, hein, sans être vu. Voilà. Et c'est vrai que c'est une des richesses, finalement, aujourd'hui, de l'immigration, voilà, que finalement, qui permet effectivement donc, aux typologies, voilà, d'évoluer. Parce que, bon, je parle de celle-là, parce que c'est vrai que je l'ai vue récemment, et puis heureusement, bon, j'ai gardé la photo, donc je savais d'où ça venait. Mais je sais que, par exemple, je crois dans le 93, il y a des immeubles qui ont été faits par l'agence Germéjam, hein, qui tiennent compte de ça. Quand ils font leurs balcons, c'est pas du tout des balcons où on s'expose, c'est pas du tout des balcons vertigineux, mais c'est des espaces, effectivement, donc, qui sont ouverts. Voilà, on a de la lumière, qui sont très vastes, hein, mais c'est des espaces aussi où on ne se sent pas exposé. Voilà, bien sûr, le balcon, on peut le considérer comme un élément de liaison. Il ne faut pas oublier voilà, tous ces balcons, les balcons de Roméo et Juliette, le balcon, oui, de l'opéra italien, voilà, où effectivement, voilà, l'amant vient rejoindre sa bien-aimée. Hein, c'est presque une porte, voilà, on y monte. C'est aussi, voilà, c'est un lieu disons, c'est un lieu de rencontre. C'est une porte, c'est une manière d'entrer dans une maison. C'est une manière un peu illicite de rentrer dans une maison. Hein, mais c'est aussi donc un élément voilà, dans la maison qui attend sa communication. Vous voyez, hein. Voilà que peut-être quand on est à son balcon, peut-être on aimerait bien le franchir pour aller voir ses voisines, c'est sûr. Mais voilà, c'est quelque part dans tout balcon, vous voyez, hein, il y a cette possibilité. Voilà, c'est une porte qui est en attente. Et là, il y a un projet, bien sûr, un VRDV bien délirant, bien sûr, un projet de concours qui a été fait en 2010 pour des logements sociaux, lotissements sociaux dans le 17e. Bon, bien sûr, ils n'ont pas gagné, mais c'est un truc très intéressant. Surtout, c'est la manière dont, vous voyez, ils ont regardé l'immeuble parisien, la façade haussmannienne, justement, l'épannage de l'îlot, voilà, ils ont regardé ça, la façade, voilà, tout ça, les balcons, les manières d'habiter les plus efficaces. C'est vrai que c'est mieux un plot parce qu'on reçoit la lumière de tous les côtés, alors que les bâtiments qui s'alignent sur la rue, bon, ben, en général, il y a une vue sur cour et puis une vue sur rue, et c'est difficile effectivement d'avoir des doubles orientations. Donc ils ont tout regardé comme ça. Et après, ils ont tout rejeté, ils ont tout réorganisé d'une manière complètement différente. C'est-à-dire que, vous voyez, là, déjà, bon, voilà. Donc là, c'est donc leur projet, le projet de logements sociaux. Et là, vous voyez, c'est la manière dont ils ont décomposé le projet. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé le bloc parisien, qui est complètement fermé sur la rue, qui suit l'alignement. Hein, ils ont conservé sa volumétrie, mais ils en ont fait une façade haussmannienne. Cette façade haussmannienne, donc, comme c'est souvent demandé maintenant à Paris, depuis d'ailleurs ces années-là, la fin des années 2000, hein, ils l'ont complètement végétalisé. Et puis après, donc, derrière la façade, ils ont mis des bâtiments en forme de plot, parce que c'est plus facile d'avoir de bonnes orientations. Et puis enfin, ils ont rajouté les balcons. Mais les balcons, voilà, ils ne vont pas vers l'extérieur, ils ne vont pas vers la rue. Vous voyez, ils se croisent, ils se télescopent. Et justement, vous voyez, c'est des balcons là, qui permettent théoriquement, enfin qui devaient théoriquement permettre, vous voyez, de faire en sorte que les voisins donc, puissent dialoguer, parler, se rencontrer. En fait, c'était une sorte de circulation autonome par rapport au bâtiment. Et si par exemple un mec avait besoin de sel, eh bien, il appelait son voisin et il lui demandait est-ce que tu as du sel, s'il te plaît? Voilà, c'est des images, elles ne sont pas très éloquentes, mais voilà, en tout cas, c'est cette idée comme ça, vous voyez, des balcons qui se croisent, voilà. Et puis justement, activer, vous voyez, donc, le balcon comme une porte en attente, vous voyez, une porte ouverte vers son voisin, vers son amant, vers sa bien-aimée. Bon, bien sûr, les équipements publics peuvent avoir des balcons. C'est le cas du très très beau projet qui n'a pas été réalisé en Suisse là, de Hans Meyer, le mec du Bauhaus,
Hein, il devait faire une école dans un quartier. Et donc l'école, si vous voulez, c'est un bloc en béton avec des salles de classe. Et après, vous voyez, tout le reste est venu s'accrocher donc au bâtiment. Hein, le balcon, donc, c'est cette structure métallique hein, qui vient par des haubans, vous voyez, se fixer au bloc en béton. Et puis derrière, vous voyez, donc, il y a l'escalier qui est métallique lui aussi, et qui vient donc en porte-à-faux sur le bloc en béton pour desservir les salles de classe. Voilà l'axonométrie, on voit très bien le bloc central, et puis ensuite donc, les éléments qui sont rapportés, les deux plateaux donc, de la cour de création qui correspondent donc aux différents âges des enfants, et puis de l'autre côté, l'escalier. Et là aussi, voilà, le balcon, ça devient... Oui, quelque part, voilà. Vous voyez, cette association comme ça du balcon avec la cour de création, et c'est vrai que voilà, ça permet de réfléchir encore hein, sur ce qu'est le balcon, sur l'essence du balcon. C'est vrai que voilà, c'est le lieu des possibles. Quand on va à l'école maternelle, on s'en rappelle. Bon, dans la salle de classe, bon, même si on prend de la liberté aujourd'hui, etc., mais on écoute son maître. Voilà. Tandis que dans la cour de récréation, putain, on fait ce qu'on veut. Quoi. Donc ça reste c'est le lieu des possibles. Et c'est vrai que voilà, le balcon, c'est sûr que c'est aussi un lieu des possibles. Voilà, la structure, les différents plateaux qui vient s'arrimer, vous voyez, au bloc en béton. Et là, le plan, génial, tellement il est simple, vous voyez, donc l'escalier extérieur qui dessert un grand corridor où les élèves quittent leur manteau pour entrer dans les salles de classe. Voilà, bien sûr, le balcon, aujourd'hui, c'est sûr qu'on a tendance à le voir comme un jardin suspendu. Donc c'est vrai que là, on revient à Babylone et ces jardins suspendus. C'est vrai que c'est encore... voilà, on revient à ce modèle, vous voyez, d'avoir une ville avec des jardins suspendus, des jardins privés. Là, quelque part, là aussi, ça remet en question un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le balcon, qui est une intrusion voilà, de l'intimité à l'intérieur de l'espace public. Mais quelque part aussi, le balcon, ça peut être quelque chose qui va apporter à l'espace public. Hein, si on le plante, eh bien, ça permet au privé de se substituer donc, à certains manques, vous voyez, donc du pouvoir municipal. Hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des rues qui sont pas plantées, mais avoir des balcons plantés hein, qui viennent donc remédier voilà, donc, à certaines défaillances hein, du système municipal. Et c'est vrai que c'est ça peut-être aujourd'hui comment on voit Babylone. Voyez, voilà, on voit effectivement voilà, des balcons. Quelque part, ces balcons, ça c'est Édouard François pour Danière, hein, c'est en 2004. C'est vrai que ces balcons, je ne sais pas s'ils sont vraiment agréables pour les occupants, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils apportent énormément, vous voyez, donc, à tout ce qui se passe autour. Même s'il y a un jardin, pas très loin, parce que c'est le plan de Port-en-Part, donc il y a un grand square, et puis après, donc, comme il fait d'habitude, il y a des plots autour du square, pour que l'ambiance du square puisse pénétrer à l'intérieur du quartier. Et là, donc, il y a cette tour, cette petite tour verte, hein, donc, qui se couvre de pots de fleurs. Mais voilà, tout a été pensé, voilà, vous voyez, pour que les fleurs, les bambous, voilà, puissent donc se développer. Hein. Et donc, là, cette fois-ci, c'est pas le balcon qui colonise l'extérieur, mais c'est la végétation voilà, qui apporte à tout le monde, hein, qui vient coloniser le balcon. Hein, c'est des gigantesques pots de fleurs voilà, qui viennent trouer le balcon. Et le garde-corps, la lisse, hein, qui protège les occupants. En fait, c'est un tuyau d'arrosage hein, qui permet donc d'arroser les pots de fleurs, hein, parce qu'effectivement, on ne fait pas trop confiance aux occupants pour justement disons, s'occuper de ces plantations hein, qui, quelque part, voilà,
eh bien, disons, ont plus pour but, voilà, d'animer l'espace public, hein, que d'animer l'espace intérieur. Voilà, donc la tour. Enfin, c'est vrai que ce bâtiment, enfin, je trouve qu'Édouard François, il est toujours injustement traité parce qu'il a fait quelques bâtiments qui sont totalement exceptionnels. Et là, c'est vrai que ce qui est très beau aussi, c'est cette idée comme ça du béton mélangé, donc béton gris, béton blanc. C'est vrai qu'il y a un effet de nuage. Bon, là, c'est vrai que c'est ma photo, et c'est vrai que quand le ciel parisien est comme ça, vous voyez, le bâtiment disparaît complètement, et puis on voit plus que les pots de fleurs et les bambous là, qui sont en suspension dans l'espace, et on ne voit plus justement l'édifice privé. Voilà, il disparaît complètement. Voilà, c'est les lys qui servent d'arrosage, et puis les plantes, bien sûr, qui se développent. Voilà, puis les balcons, qui trouent, les pots de fleurs qui trouent les balcons, hein, pour parfaitement s'y arrimer, quoi. Voilà. Autre exemple d'Édouard François, la tour de la biodiversité à Paris. Hein, donc là aussi, c'est des balcons qui sont occupés par des plantations. Des plantations, cette fois-ci, elles ne sont pas dans des pots, mais elles sont dans des tuyaux. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que voilà, il y a tout un système qui a été pensé pour que des gens de la municipalité puissent entretenir ces plantations. Et donc, c'est ça qui fait. D'ailleurs, c'est ça qui fait la beauté du bâtiment. Hein, c'est-à-dire que, si vous voulez, il n'y a pas de garde-corps proprement dit, parce qu'en fait, tout le bâtiment il est emballé dans un grillage. Voilà. Et ce grillage, en fait, il protège la passerelle technique qui passe sous les balcons et qui permettent justement donc aux gens dont c'est la fonction de venir entretenir les plantes sans passer sur les balcons qui sont bien sûr privatisés. Voilà, on voit un tout petit peu, on voit pas grand-chose, mais voilà, on voit, sur l'image, vous voyez, on voit le balcon en béton, hein, qui est de plein pied avec le logement. Et puis ensuite, donc, en dessous du balcon, donc, il y a agrafé, hein, la passerelle en caillebotis métallique, hein, qui permet donc aux agents, hein, de venir s'occuper des plantes, hein, sans traverser les appartements. Et il y a juste une lisse, hein, qui sépare donc le passage technique du balcon. Mais tout ça, c'est vrai, c'est ce qui donne sa qualité au balcon, même à la limite, plus que les plantes, parce que, excusez-moi, je ne veux pas le critiquer, mais c'est pas du tout une critique d'ailleurs, mais c'est vrai que les plantes, elles ne poussent pas beaucoup. Et par contre, ce qui est fort, c'est justement ça, vous voyez, c'est d'avoir ce balcon qui est à la fois un balcon pour les appartements, et puis aussi donc un balcon technique. Et surtout que les fonctions, enfin on va le voir tout à l'heure, excusez-moi, elles sont bien marquées, vous voyez. Là, on le voit très bien, voilà, vous voyez. On voit pas le grillage, parce que bon, il est pratique, enfin, on le verra à la fin. Hein, donc tout est emballé dans un grillage. Vous voyez, on voit les consoles métalliques, hein, qui sont fixées sous la dalle en béton. Et on voit aussi le garde-corps très très simple, hein, qui sépare donc le passage technique du balcon privé. Et c'est ça, finalement, qui donne sa qualité, vous voyez, cette énorme qualité au bâtiment. Voilà, donc là c'est la coupe. Enfin, j'y passe tous les matins, enfin pas tous les matins, mais pour me rendre dans mon école. Et je suis toujours étonné par ce bâtiment. Voilà, le grillage dont j'ai parlé, qu'on ne voit pas sur les autres photos. Voilà. Enfin, notre bâtiment aussi, de gens qui se sont occupés depuis très longtemps de la végétalisation de leur bâtiment, c'est l'agence franco-brésilienne Triptyque. Je crois que j'avais déjà fait voir leur projet ici. Et ça, c'est la maison M sur le boulevard Pasteur. Enfin, c'est intéressant, hein. J'ai passé assez rapidement parce que, vous voyez, ce sont des loggias. Et ça, d'ailleurs, il y a des chambres d'hôtel. Et en fait, ces loggias, elles sont inaccessibles. Donc, elles sont végétalisées. Tout est fait, si vous voulez, pour que le niveau du sol végétalisé soit au niveau de la chambre d'hôtel. Donc, on a vraiment l'impression, quand on est dans la chambre, d'avoir une continuité. Mais en même temps, on ne peut pas y aller, on ne peut pas y pénétrer. Voilà, parce qu'il y a cette idée, je trouve, assez
assez forte, finalement, vous voyez, parce que c'est sûr que, bon, on peut communiquer... je pense que, voilà, entre les hommes, on peut cohabiter, il n'y a aucun problème, il ne faut pas déconner. Et par contre, entre les hommes et les animaux, c'est sûr que ce n'est pas la même chose, quoi. Parce que les animaux, quand on est là, on va les emmerder, on va les empêcher de nidifier, ils vont toujours être sur leur garde. Et donc c'est vrai que la ville de demain, malgré tout, s'il y a une ségrégation, eh bien, ça doit bien être celle de la ségrégation entre les hommes et les animaux. Et c'est vrai que ces balcons, donc, ils permettent, vous voyez, la ségrégation entre la faune et puis donc l'habitat humain. Hein, c'est vrai que l'homme, quand même, c'est sûr que je ne suis pas le premier à le dire, mais c'est vrai que c'est quand même le pire des parasites, quoi. C'est vrai, c'est celui qui a détruit toutes les autres espèces. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bien donc, de pouvoir en protéger les animaux qui ont eux aussi donc, aujourd'hui le droit à la ville. Et donc, voilà, ces balcons, ils se végétalisent à n'importe comment. Vous voyez d'ailleurs, la végétation elle est luxuriante. Hein. Donc, bien sûr, il y a des systèmes d'arrosage qui sont intégrés au bâtiment. Et après, bien sûr, il y a des équipes qui doivent venir pour pouvoir couper les plantes, parce que très rapidement, les différentes loggias, elles se remplissent complètement de végétation. Et là, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc le sol de la chambre d'hôtel, il est vraiment au niveau donc, de la nature. Et donc, il y a la chambre, l'habitat humain, et puis de l'autre côté, il y a l'habitat des petits moineaux, des petites mouches. Et tout ça, effectivement, c'est fermé par un mur de Berlin, donc totalement transparent, et qui protège, donc effectivement, la faune parisienne. Voilà, pour terminer, je voudrais voir deux exemples de bâtiments, vous savez, qui sont assez remarquables, parce que, voilà, ils ont complètement inversé la relation de sujétition du balcon au logement. Bon, c'est vrai qu'on a déjà vu des logements qui desservaient plus ou moins les balcons, mais là, c'est vraiment des cas un petit peu extrêmes, hein, où le balcon, ça devient vraiment le véritable lieu de vie. Voilà, hein. Et puis, le logement, c'est presque une sorte d'espace servant, hein, qui vient nourrir donc, ce lieu de vie. Le premier, c'est le projet donc, d'une équipe franco-japonaise, donc sous Fujimoto, Nicolas Lenné, Oxo et Dream. Là, c'est l'immeuble l'Arbre Blanc à Montpellier. Et l'Arbre Blanc, donc c'est vrai que c'est un bâtiment un tout petit peu particulier, parce que d'abord, on appelle ça une folie, hein, de par sa situation aussi, parce que c'est vrai qu'il n'est pas entre mitoyens, il est vraiment dans un espace totalement dégagé. Je crois qu'il y a voilà, il y a un jardin à côté, puis il y a le Lez, dont je parlais tout à l'heure, donc, hein, qui est en bordure du Lez. Donc, et donc, c'est un bâtiment, bien sûr, très, très particulier, à la fois par sa situation urbaine, par, disons, l'attention dont la mairie a fait preuve par rapport à lui, et puis, bien sûr, après, par son prix, par son coût, hein, et par ses occupants. C'est évident que ce n'est pas du logement HLM, hein, c'est vraiment les gens un petit peu en vue de Montpellier qui sont venus par la suite occuper les lieux. Enfin, bon, il n'en demeure pas moins que c'est un bâtiment extrêmement intéressant. Vous voyez, parce que voilà, il est complètement hérissé de balcons et de pergolas. Et en plus, vous voyez, on le voit déjà sur l'image, il y a des balcons qui sont reliés en duplex, voilà, qui sont reliés entre eux par des escaliers. Bon, ces balcons en duplex, ils correspondent bien sûr à des duplex derrière. Tous ces balcons, vous voyez, ils sont pas superposés, donc hein, enfin, j'avais un étudiant qui travaillait donc, chez Fujimoto à l'époque, c'est vrai qu'ils ont passé des nuits et des nuits, vous voyez, à régler les choses, hein, pour que, effectivement, d'abord le balcon, il corresponde donc à une pièce importante du logement, hein, mais aussi pour que le balcon ne se superpose pas donc, avec le balcon du dessous. Et tout ça, effectivement, pour avoir, vous voyez, voilà, une sorte, pour que tout soit... que ce soit très doux, vous voyez, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de ça, vous voyez, du balcon, ou un espace où on est soumis au vertige, vous voyez. Là, effectivement, où qu'on aille dans les balcons, hein, on n'est pas soumis au vertige, parce que dès qu'on se penche, on voit un balcon en dessous, à quelques mètres, vous voyez. Donc ça donne une ambiance très, très... c'est doux, c'est extrêmement doux. Parce que c'est vrai qu'un balcon...
Oui, c'est ça, il y a le vertige, il y a la peur de tomber, voilà, vous voyez, hein, et donc c'est un espace qui peut être aussi stressant, où on s'expose, vous voyez. Là, les balcons sont tellement grands que, oui, il y en a qui font 20 mètres carrés, je sais pas, 25 mètres carrés, 30 mètres carrés, vous voyez, c'est gigantesque, vous voyez. Donc, c'est pas des espaces où on s'expose. En plus, effectivement, il y a des pergolas, donc, qui font que le voisin du dessus, bon, qui protège du soleil, donc c'est pas des espaces non plus aveuglants, parce qu'on est protégé. Hein, on est protégé aussi donc, du voisin du dessus, qui ne peut pas vous voir, ou en tout cas qui vous voit pas très bien à travers la pergola. Après, il y a des jardinières qui permettent effectivement de créer des espaces d'intimité. Donc voilà, c'est un espace à la fois de convivialité, parce que bien sûr, on peut s'interpeller d'un balcon à l'autre, mais aussi, bien sûr, on n'est pas plongé, vous voyez, ni dans le vertige, ni dans la promiscuité. Voilà, donc hein, c'est des grands balcons, des balcons qui communiquent par des escaliers. Ces balcons, c'est vrai que, vous voyez, il n'y a rien de technique non plus, parce que tout à l'heure, quand on a vu le projet V-In Houses de Bjarke Ingels et Gina de Smet, vous voyez, il y avait des bracons qui tenaient le balcon. Là, c'est vrai qu'il y a des éléments, disons, diagonaux qui maintiennent le balcon, mais en fait, ils ne le portent pas. Vous voyez. Alors, ils viennent simplement là pour empêcher que, quand il y a trop de vent, parce qu'il y a du vent, bien sûr, à Montpellier, que le balcon ne soit arraché ou plutôt se relève, se redresse. Là, vous voyez. Hein, sinon, tout est. Vous voyez, il y a des équerres, mais elles sont. La structure, elle est totalement invisible, hein, puisqu'elle disparaît hein, sous le capotage métallique du balcon, et après, elle se glisse, vous voyez, entre la structure béton sur laquelle elle vient se riper, et le capotage métallique qui permet de ne pas la voir. Et donc, il y a aussi une certaine magie, parce que, voilà, on ne comprend pas comment tiennent les balcons. Parce que c'est vrai que les bracons, les éléments diagonaux, vous voyez, ils sont pas. On voit bien qu'ils ne tiennent pas, mais c'est pas ça qui tient. Vous voyez. Donc il y a une impression un peu magique comme ça. Voilà, tout semble en lévitation. On ne sait pas comment ça tient, hein, mais ça tient. Voilà, on est complètement libéré du vertige. Voilà, on est libéré de la promiscuité. Et puis en même temps, c'est vrai qu'il y a une sorte d'opposition, vous voyez, donc entre les parties qui sont fermées et puis la partie qui sont offertes à la vue sur Montpellier, au soleil, puisque les balcons, bon, ils sont ouverts, tandis que, vous voyez, les volets qui ferment les fenêtres des appartements, voilà, ils peuvent se fermer complètement et puis faire en sorte qu'il y a une paroi lisse, vous voyez, donc, qui ferme le noyau servant dont je parlais tout à l'heure. Voyez. Donc il y a une opposition radicale, voyez, entre l'espace interne qui peut être complètement fermé et puis donc l'espace externe hein, qui est complètement ouvert. Et c'est des balcons très très larges, là où on peut manger, on a la vue, voilà, mais on n'a pas le vertige. Hein, on voit ses voisins, mais il y a pas, si on veut les voir, mais il n'y a pas de promiscuité. Et puis surtout, voilà, il y a l'idée, vous voyez, qui est assez forte, c'est que oui, c'est un peu l'inverse du schéma là, qui est proposé par Marcel Mauss dans La vie saisonnière des Esquimaux, là, où il dit que, par exemple, que chez les Esquimaux, eh bien, l'hiver, enfin bon, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est un livre qui date du début du XXe siècle. Chez les Esquimaux, donc l'hiver, ils restent dans un grand habitat communautaire et ils restent tous ensemble. Vous voyez. Et pendant les 6 mois d'hiver, ils vivent tous ensemble. Vraiment, ils sont vraiment une communauté soudée. Et après, l'été, tous s'en vont, quoi. Ils n'ont plus aucun rapport les uns avec les autres. Ils vont chasser le phoque et ils partent complètement dans l'espace. Et là, c'est un peu la même chose, mais c'est inversé. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'été, vous voyez, donc, ils vont la périphérie du bâtiment, et puis ils forment comme ça une sorte de communauté. Et puis l'hiver, vous voyez, donc, ils se ferment, et puis donc, ils rentrent, et ils s'enfoncent chez eux. Vous voyez, là encore, voilà, c'est toujours ce qui est intéressant, vous voyez, c'est quand les bâtiments... D'ailleurs, tous les bâtiments que j'ai fait voir, c'est un petit peu ça. Voilà. Vous voyez, l'organisation du bâtiment, quelque part, ça détermine aussi donc, une certaine manière d'être, une certaine manière d'exister, une certaine manière de vivre. Voilà, les balcons qui s'ouvrent.
c'est l'espace des possibles qui s'ouvre. On est fermé, voilà, dans des grands logements, bien sûr, mais on est à l'intérieur, des logements quand même assez profonds. Et puis, voilà, il y a cette extension, hein, ces dieux des possibles qui s'étendent. Hein, mais c'est un espace qui est extrêmement pondéré. Voilà, les plantations qui évitent le regard d'autrui, les pergolas qui évitent la lumière trop crue, hein, du soleil du sud. Et bien sûr, les balcons, hein, qui viennent en dessous et qui permettent d'éviter l'impression de vertige. Voilà, autre exemple, pour terminer, c'est la tour Panache des Loire-François à Grenoble. Bon, cette tour, c'est vrai que là aussi, c'est un projet quand même assez important, parce que, voilà, tout à l'heure, je parlais effectivement de l'effet néfaste du balcon. Vous voyez, c'est vrai que les balcons, bon, ben, c'est une intrusion, hein, de l'espace intime, de l'intimité, voilà, comme le dit Sénète, hein, tyrannie de l'intimité. Voilà, comme on l'a vu aussi, voilà, dans les très beaux immeubles de Arsac et de Mauron, où les personnes de service, sans doute venues de l'étranger, étaient enfermées dans des cellules de prison. Oui, donc il y a une tyrannie de l'intimité. Et puis aussi, bien sûr, le balcon, c'est ce qui vient troubler, voyez, donc, le vide urbain, qui permet pas vraiment de le comprendre, voyez, voilà, parce que, hein, donc, le vide urbain, comme je le répète, mais c'est vrai que c'est important, le vide urbain, il est en négatif, donc il faut vraiment qu'il soit très dessiné, qu'il ne soit pas interrompu. C'est pour ça que, voilà, toutes ces questions d'alignement, tout ça, c'est extrêmement important, parce que et puis ces questions aussi de surplomb, de porte-à-faux, c'est aussi très important, hein, parce qu'il faut vraiment qu'on puisse le lire. Pour, quand on est dans la rue, se sentir appartenir à une communauté qui est bien au-delà de nous, quoi. Et ça, je trouve que Édouard-François, putain, il a vraiment hyper bien compris. En tout cas, il a bien réglé le problème, vous voyez, puisque cette rue, là, je ne me rappelle pas de son nom, il y a le tramway, et puis c'est la grande avenue maintenant qui mène à Grenoble, hein. Donc c'est le grand espace public, hein. Et donc il a fait un bâtiment parfaitement lisse, vous voyez, hein, donc l'espace public, il est parfaitement défini. Vous voyez, déjà à côté, c'est pas le cas, parce qu'il y a ces balcons complètement cons. Et là, par contre, là, l'espace public, il est parfaitement défini, et les balcons, il les a mis en toiture, vous voyez, voilà. Et donc il a créé un couronnement au bâtiment. Et ça, le couronnement aussi, voilà, ça permet, ça rentre quelque part, vous voyez, donc parce qu'effectivement, le bâtiment, il faut qu'il ait une façade, il faut qu'il ait un toit, vous voyez, il faut à la fois qu'il détermine un espace public, il faut qu'il détermine aussi la relation avec du sol au ciel, vous voyez. Et tout ça, il le fait parfaitement bien, vous voyez, en cassant le système et puis en redistribuant les balcons. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, vous voyez, donc contigus au logement, mais ils sont tous au-dessus. Et puis, ils forment le couronnement. Et comme c'est Fujimoto, vous voyez, c'est des terrasses qui font 70 mètres carrés. Et puis, c'est des terrasses qui sont aussi, disons, équipées, hein, de sanitaires, de kitchenettes, hein, pour que ça puisse être de véritables espaces de réception. Voilà, donc chaque logement... ceux du bas ont après les terrasses les plus hautes. Bon, enfin, ça, c'est pas trop intéressant. Mais en tout cas, chaque logement a donc sa terrasse en haut. Et ça aussi, c'est un truc voilà, qui favorise voyez, la rencontre, la sérendipité, parce que les gens prennent, bien sûr, des escaliers, des ascenseurs, se croisent pour monter à leur balcon. Les logements, ils n'ont pas de balcon, mais vous voyez, dans les angles... les angles sont vitrés. En fait, les vitrages, ils correspondent donc à des fenêtres coulissantes. Et donc, quand on fait coulisser les fenêtres, eh bien, on a de grandes loggias, vous voyez, qui sont ouvertes sur l'espace public, mais qui ne viennent pas s'y immiscer. Voilà, donc les logements, malgré tout, vous voyez, ils ont des succédanés au balcon, hein, ces grandes loggias, des séjours d'angle, hein, qui s'ouvrent, donc, qui permettent donc d'avoir un rapport assez proche du balcon à l'espace extérieur. Voilà, oui, la façade totalement lisse, recouverte de cuivre. Et puis en haut, donc, les logements. Bon, les logements, bon, très simples, un noyau central avec... c'est un plan carré, bon, c'est le b.a.-ba du truc, hein, c'est-à-dire que
les séjours sont dans les angles. Et puis donc le couronnement. Et là, c'est les terrasses. Et vous voyez, donc chaque terrasse, elle a sa kitchenette et puis son toilette, hein, puisque donc on peut les occuper pour recevoir, même pour vivre, peut-être même pour dormir. Vous voyez. Et peut-être même, vous voyez, pour jouer, voilà, pour redevenir, vous voyez, voilà, les soirs d'été, voilà, le nomade, hein, que personne d'entre nous n'a renoncé à être. Merci.